Illyrine, la première autobiographie féminine française, point d'interrogation. Au risque de répéter certains éléments de l'introduction générale de cette étude, l'appartenance générique de l'œuvre est une question épineuse qui mérite d'être posée dans le corps de ce chapitre sur l'écriture féminine du désir. Illyrine ou l'écueil de l'inexpérience est, par bien des aspects, différente de l'histoire de ma vie et Monsieur Nicolas ou même du poète, malgré des appartenances génériques à première vue communes. Récit de soi, récit libertin, récit d'aventure sous l'Ancien Régime, etc. Ressemblances qui ont fait écrire à Charles Monselet que celle qu'il appelait la Morancy était le digne pendant de Desforges. Ce rapprochement dans le paradigme commun et l'érotisme, on le retrouvait déjà dans la petite bibliographie biographico-romancière attribuée à Pigorot en 1821, je cite « Jeunes gens, laissez aux hommes faits les romans de Voisenon, du Chevalier de Monty, de Rétif de la Bretonne, de Pigault-Lebrun, de Desforges, de La Martelière, de Leguet, de Cuisin, de Victor du Gange, de Raban, de Madame, de Morancy. » Fin de citation. Il ne manque que Casanova. Rares sont les bibliographes et historiens de la littérature à avoir écrit sur Madame de Morancy. Mais de Pigorot à Valérie André, en passant par Joseph-Marie Guérard, Charles Monselet, Jean-Jacques Pauvert et Claudine Brécourt-Villars, tous considèrent l'œuvre comme une autobiographie et même, pour certains, je cite, la première autobiographie féminine française. Pourtant, l'affirmation n'est pas si évidente. Nous proposons ici de procéder à une identification générique de cette supposée autobiographie. Alors tout d'abord, en signe-t-elle le pacte ? L'avant-propos contient les fonctions préfacielles du narrateur autobiographique, alors certes bâclé, une page et demie, mais en place. C'est-à-dire, tout d'abord, la fameuse promesse épitextuelle sur la véracité du récit qui va suivre. Je cite, « Les faits sont vrais et les personnages qui y jouent les principaux rôles sont très connus. » Fin de citation. On notera au passage qu'outre une modalité véridictoire, somme toute sujette à caution, l'autrice, comme argument d'autorité, se mousse de la notoriété des personnages secondaires de l'histoire, ici les amants du narrateur-personnage, l'objectif étant notamment de se placer comme observateur privilégié des grands, comme le veut la tradition mémorialiste. Le reste de l'avant-propos assure 1. La fonction de régie, afin d'informer, je cite, « Le premier volume est divisé en chapitres et ne contient que l'adolescence de notre héroïne. Le second contiendra sa correspondance. Le dernier volume renfermera sa captivité en Autriche, son incarcération à Lille, etc. » En fin de citation. Et 2. Les fonctions testimoniales et idéologiques, c'est-à-dire afin de donner envie à la lecture. Je cite, « La philosophie lui a appris à supporter le malheur et à céder avec courage aux circonstances impérieuses de l'infortune. Toutes les femmes sensibles et franches se reconnaîtront dans cet ouvrage, et quelques hommes du jour y verront leur ressemblance parfaite. » Fin de citation. La suite du récit contient également, comme le veut la coutume, des rappels du projet d'écriture et de sa sincérité. Je cite, « Puisque c'est ma confession générale que je vous fais. » Fin de citation, et on voit que cette phrase, on la retrouve presque mot à mot chez Rousseau ou chez Rétif. Les premières disparités apparaissent juste avant l'avant-propos. Si le récit commence avec une courte généalogie comme il est d'usage, une large ellipse raye la période de l'enfance, si truculente aux yeux des autobiophiles, évidemment je forge le mot. Ainsi, l'histoire de la vie de Suzanne ne commence qu'à l'âge de 12 ans, âge approximatif de la puberté, bien que les historiens situent au XVIIIe siècle une puberté plus tardive que le Moyen-Âge et que notre époque, et donc de l'éveil du désir sexuel conscient, si on s'en réfère à Freud et à d'autres. En cela déjà, si on cherche un intertexte modèle à l'entreprise, le chemin diégétique emprunté par Morancy tient plus à celui d'un roman-mémoire libertin comme les Confessions du comte de Duclos, que des récits de vie casanoviens et rétiviens où les premiers souvenirs de l'enfance succèdent à la généalogie, respectivement 8 et 4 ans. Cependant, rien n'oblige dans le cahier des charges de l'autobiographie à aborder la période de l'enfance.
Jacques et Éline Lecarme rappellent en effet que je cite, les grands anciens ne l'ont pas du tout connu, fin de citation, et que les narrations de l'enfance des mémorialistes pré-rousseauistes, tels que Saint-Augustin, Montaigne, le cardinal de Retz, je cite, n'ont rien à dire de leur enfance, sauf des signes du destin qui indiquent une vocation ou une excellence future. Fin de citation. Du reste, si Casanova, Rétif, Desforges ou encore Duval traitent de l'enfance et parfois longuement, dans le cas de Rétif et de Desforges, ce n'est pas le cas de Chateaubriand, Germaine de Staël ou, pour un exemple plus tardif, de Pierre Loti. Rappelons aussi que les mémorialistes, au sens strict du genre j'entends, n'abordent en aucun cas cette période. Au contraire, leur récit commence bien souvent à un moment où leur place sociale est suffisamment confortable pour traiter des grands. Saint-Simon, par exemple, ou même les mémoires de Voltaire. En d'autres termes, ce critère pèse peu dans la balance. En revanche, Illyrine pose au moins alors je vais me revenir là-dessus, au moins 3 problèmes d'identification générique qui l'éloignent du modèle rousseauiste, lequel semble servir de base aux œuvres des autres auteurs du corpus. Premièrement, et pour en rester au pacte autobiographique de Philippe le Jeune, le souci d'une identité unique qui concilierait les 3 strates auteur-narrateur-personnage n'apparaît pas clairement. Si l'œuvre est signée en page de garde par G. de Montrancy, on part du principe que la troncation ne pose pas de problème au lecteur, la narratrice et son personnage ne cessent quant à eux de changer d'identité. Cette excentricité est expliquée par la narratrice. Citation. « Je me nomme maintenant Élise. Je crois ne vous avoir pas encore fait mention dans ces mémoires de cette originalité. Lorsque je fais un nouvel amant, je me régénère sous un nouveau nom. De cette manière, je ne suis jamais infidèle et je me rapproche le plus possible de mon véritable caractère, qui est la constance, dit-elle, sans doute avec un peu d'ironie. Ainsi, c'est Illyrine qui apparaît dans le titre de l'œuvre, puisque c'est le nom adopté au plus proche du moment de l'écriture et donc de la strate octoriale. Citation. « Il me nomma son Illyrine. Que ce nom m'est cher. Oh, je crois que je ne le changerai jamais. » Fin de citation. Mais comme la liste des amants de Montrancy n'a pas à rougir face à celle d'un Rétif, elle porte tout au long du récit bien d'autres noms. Julie, Lily, Élise, Adèle, Arsène, Hortense, Olympe, Félicité, etc. Quant à ce qui semble être le nom de baptême du personnage, il apparaît sporadiquement, surtout lorsque l'intrigue met en scène son mari, soit son premier amant. Même phénomène en ce qui concerne la troncation en couverture, dont on retrouve quelques occurrences, comme lors d'un dialogue avec le général Biron, anciennement duc de Lauzun, qu'elle a connu encore jeune, marié à H.F. Je cite. « Vous me remettez sur la voie, mais vous êtes mademoiselle G. Par quel hasard êtes-vous ici ?» Fin de citation. Enfin, pour ce qui est de l'origine du titre de Montrancy, le procédé ressemble par certains aspects au Saint-Galt de Casanova. C'est un titre choisi arbitrairement, qu'elle prend lorsque sa carrière libertine bat son plein et que le nom de son mari est alors mal à propos. À la différence près qu'en s'appelant ainsi, elle ne crée pas un mot de toute pièce et n'oublie pas tout à fait son premier amour. Je cite, « C'est le nom que j'ai pris. Il était inutile que je gardasse celui de mon mari. Celui-ci est un second nom qu'il avait jadis. » Fin de citation. Écrit-elle entre parenthèses lorsque Fabre d'Églantine, le même qui a écrit Il pleut bergère, l'appelle Madame de M. Ainsi, même si l'identification n'est pas évidente à première vue, cet aspect du pacte semble tout de même respecté. Illyrine, Suzanne de Giroud, dite Madame de Montrancy, reste sur le fil. Existence fondue dans son personnage et noyée sous une histoire qu'il a trop longtemps oubliée, on ne saurait, comme l'écrit Claudine Brécourt-Villard dans sa préface à l'édition Pauvert, je cite, « démêler les chevaux de sa vie ». Fin de citation. Nous la rejoignons tout à fait quand elle écrit, je cite, « On a tant dit, tant inventé.
Et l'assimilation entre Madame de Montmorency et l'héroïne de son premier livre, Illyrine ou l'écueil de l'inexpérience, est telle qu'il est impossible de déceler la part de réalité et la part de fiction. Fin de citation. Mais dans ce cas, ne faudrait-il pas aller plus loin dans le souci d'identification ? Personne ne semble avoir encore émis l'hypothèse selon laquelle Madame de Montmorency n'aurait jamais existé, que Montmorency serait le pseudonyme d'un auteur ou d'une autre autrice. En effet, les seuls documents sur lesquels se basent les bibliographes et universitaires pour reconstituer la vie de Suzanne de Giroux sont les livres qu'elle nous a laissés. Elle serait née à Paris autour de 1870-1871, mais les incendies de la fin de ce siècle-là, ont brûlé les registres paroissiaux qui auraient pu nous permettre d'y consulter son acte de naissance. Elle se serait mariée à Soissons avec Bertrand Quinquet, avocat dans la même ville, autour de 1784, peut-être même jusqu'à 1789 selon les sources, même si probablement beaucoup moins, plutôt autour de 85. Et nous avons pu consulter les registres paroissiaux correspondants. Aucun acte de mariage à ce nom. Ces arguments sont minces pour affirmer que l'autrice, qui nous a laissé beaucoup d'autres ouvrages qu'Illyrine, n'ait existé, mais la vie qu'elle peint dans ses mémoires pourrait être une fiction de A à Z. Rien ne nous prouve le contraire. C'est le problème des auteurs mineurs, qui n'ont pas bénéficié, comme Casanova et Rétif, du travail minutieux d'historiens de la littérature comme Reeves Childs ou Jean Charleux. Donc rien ne nous prouve le contraire, si ce n'est certains détails du texte qui penchent en faveur du réalisme, mais qui sont bien moins nombreux que ces extravagances romanesques. Or, comme l'écrivent Jacques et Éline Le Carme, en rappelant les corrections de 1975 de Lejeune sur le pacte autobiographique, je cite « Il faut être un être humain constitué en tant que personne psychologique, morale, sociale et peut-être religieuse et politique pour qu'une autobiographie soit énoncée. D'autre part, le principe même de l'autobiographie sera le principe du réel pour déplacer une notion freudienne et non le principe du plaisir qui convient mieux au roman. La métaphysique de l'autobiographie sera réaliste, naïvement réaliste, ou ne sera pas. » Fin de citation. Or, c'est bien le principe du plaisir qui fait défaut au réalisme d'Illyrine ou l'écueil de l'inexpérience. Cet aspect du pacte reste donc, en conclusion, fragile. Un deuxième point pose problème, la structure chronologique. De ce point de vue, l'autobiographie traditionnelle est construite comme une longue analepse dont la portée est équivalente à l'amplitude. C'est-à-dire que l'analepse, qui en un certain sens produit le récit rétrospectif, s'étend du moment de mise en écriture de l'auteur jusqu'à son premier souvenir, ou même avant, dans le cas de la généalogie, c'est la portée, et dure, si on peut parler ainsi, le temps de la remontée chronologique vers le point temporel initial, souvent celui de la préface octoriale assomptive originale, point zéro de la narration, c'est ici l'amplitude. Excusez les termes un peu barbares. Si de courtes prolepses apparaissent souvent dans les récits autobiographiques, la structure reste globalement chronologique et respecte le modèle que l'on vient de décrire. Or, j'aime bien ça, Illyrine ne respecte pas ce schéma et opère de nombreux va-et-vient entre le narrateur-personnage de l'analepse macrostructurelle et la temporalité zéro. Plus encore, la strate narrative de cette dernière, censée être un narrateur-scripteur en quelque sorte hétérodiégétique, si on considère que la scission autobiographique produit bien deux personnes différentes, l'une dans le récit et l'autre en dehors, ne se contente pas de commenter son moi passé, comme c'est souvent le cas dans les récits rétrospectifs, mais raconte ses aventures galantes du présent. Elle interrompt son récit pour raconter sa journée de la veille. Je cite « Vous saurez qu'hier, j'ai passé la journée avec mes amis ordinaires. » Fin de citation. Elle explique ses lacunes, c'est-à-dire temps où elle n'a pas écrit dans ce qui ressemble plus en fait à un journal épistolaire que des mémoires. Je cite « Pour le coup, mon ami, voici une lacune immense. 3 semaines se sont passées depuis que je ne vous ai dit un mot. Trop occupé du présent pour vous retracer le passé. » Fin de citation. Ainsi, certains passages du premier tome mentionnent des personnages qui ne font leur entrée qu'à la fin du 3e tome. Tel est le cas du marquis de Saint-Julien et de Milord de P,
dont la narratrice situe la rencontre 4 ans avant le moment d'écriture de l'œuvre, donc effectivement autour de 1795, soit à sa sortie de prison. Or, la toute fin du 3e tome se termine sur la rencontre d'un ermite avec qui elle est censée finir ses jours. On en conclut, sauf incohérence temporelle due à une inattention de l'autrice, que loin de finir ses jours avec l'ermite dans son ermitage, elle retourne dans le monde avec ses anciens amants 2 ans après. Ou bien, et c'est peut-être beaucoup plus probable, la fin est une invention romanesque qui vise à pallier l'écueil autobiographique selon lequel il n'y a pas de fin possible. Comme Morancy l'écrit elle-même, elle a, je cite, de la peine à mettre de l'ordre dans mon récit, dans son récit. Et cette espèce de carambolage chronologique n'aide guère à considérer le récit comme un authentique récit de vie rétrospectif. Cette complication tient en fait surtout au double facteur de l'hybridité générique et de la polyphonie énonciative. C'est notre 3e point. Comme on vient de le voir, le récit cadre emploie des procédés relatifs au genre épistolaire et de l'écrit du fort privé. Les adresses à l'ami, à qui la narratrice a promis d'écrire ses mémoires, sont renforcées par des commentaires métatextuels où l'autrice confie les difficultés qu'elle rencontre à les écrire. Je cite « Bonjour mon ami ». Elle commence quand même un chapitre par « Bonjour, mon ami ». « Combien j'ai de peine à triompher de ma paresse. Je ne me suis pas entretenu avec vous depuis 8 jours. Je me laisse toujours entraîner, et je ne suis jamais plus avancé le lendemain que la veille. » Fin de citation. Commentaire métatextuel, marque épistolaire à une destinatrice fictive ou réelle, ou confession style journal intime, difficile de trancher. Quoi qu'il en soit, ces effets créent une distorsion de l'espace autobiographique, alors certes sur le plan temporel, mais aussi sur le plan énonciatif, d'où sourde, on va le voir, une polyphonie que ne peut tolérer le récit de soi. Gusdorff écrit en effet que, je cite, « l'écriture du moi suppose la présence du moi, l'adhésion, l'adhérence de l'être personnel ». Cet aspect est encore plus prononcé à partir du 2e tome où l'autrice dit insérer sa correspondance. On est en droit tout d'abord de se demander pourquoi un tel choix. Il faut rappeler que le style naïf et naturel, parfois passionné, est certes celui de la lettre, mais il est aussi à plus forte raison, sous l'Ancien Régime, celui des femmes. Le genre du discours épistolaire, aux côtés de l'art de la conversation, est depuis le XVIIe siècle considéré comme l'apanage des autoresses, c'est comme ça qu'on appelait les précieuses au XVIIe. Il faut le dire, le choix d'une correspondance dans les mémoires de Morancy tient en partie à un conformisme stylistique dû à son sexe. Je cite Claudine Brécourt-Villard, en les écrivant, donc ses mémoires, Madame de Morancy, marquée par les modèles culturels de l'époque, souscrit au genre narratif réservé aux femmes. Fin de citation. Une écriture dite naturelle et sans artifice, promettant l'illusion d'un premier jet authentique, sincère, est certes aussi l'une des prérogatives stylistiques de l'autobiographie rousseauiste. Pourtant, cette équivalence sur le plan discursif fragilise le modèle autobiographique sur le plan de la composition, car il éloigne de la narration du moi à moi. Comme l'écrivaient Lynn et Jacques Lecarme, je cite, « Il est rare que la correspondance débouche sur un véritable récit de vie. » À première vue, donc, l'épistolarité et l'autobiographie ne semblent pas être organiquement liées. Fin de citation. L'intrusion d'un destinataire, qui de surcroît répond à un destinateur autobiographique qui n'est ni soi-même, ni Dieu, ni le lecteur, crée une polyphonie énonciative discordante avec le discours attendu. Le lecteur, dans sa position de confident, est désarçonné et peut éprouver une sensation de désintimité avec le confieur narrateur. Mais revenons aux sources. Insérer des lettres dans l'autobiographie était une pratique déjà à l'œuvre chez Rousseau, essentiellement les chapitres 9 et 10 des Confessions, et vise à étayer la prétendue véracité du discours. Là où l'hybridité semble novatrice chez Morancy, c'est par la présence des réponses des destinataires. Claudine Brécourt-Villard écrit que, je cite, « l'originalité réside ici toutefois dans le fait que, non seulement l'auteur donne libre cours à son talent épistolaire, mais qu'elle a voulu communiquer aussi, ce qui est très rare chez les mémorialistes, les réponses de ses correspondants. » Fin de citation. Cependant, ces fameuses réponses ont davantage l'air d'une composition de romancière que de véritable correspondance.
Bien que Morancy utilise des procédés bien connus pour falsifier le caractère authentique des missives, tels que des fautes d'orthographe, d'autres aspects donnent clairement l'impression d'un travail romanesque. À titre d'exemple, la lettre 5 de Lise à Julie, Lise y raconte son histoire alors que la destinatrice, Julie Suzanne, est son amie depuis l'enfance et doit par conséquent connaître ces éléments biographiques. La lettre sert en fait à la construction du personnage de Lise, qui est une version plus libre et indépendante de Suzanne, plus libertine aussi, qui, par exemple, s'oppose catégoriquement au mariage, ce qui est assez rare pour l'époque. Je cite: Non, non, j'ai trop de fierté pour me soumettre à l'esclavage sous les liens du mariage. Fin de citation. D'autres exemples fourmillent où les lettres, surtout au tome 3, ressemblent nettement à des chapitres de romans ou à des nouvelles. Ces passages narrent les aventures de Suzanne au cœur des champs de bataille de la guerre franco-autrichienne, son séjour en Belgique ou encore son emprisonnement aux Anglaises. Certes, certaines marques épistolaires demeurent au début ou à la fin des longues narrations, mais l'idée d'un livre épistolaire s'étiole, s'oublie, si bien d'ailleurs que la fin du tome 3 reprend une narration proche de celle du premier, la fameuse amie destinatrice en moins. Une étude de style prouverait aussi facilement la facticité des lettres. Entre autres, certains tics de plume de Morancy qui transparaissent chez ses correspondants. Même si l'écriture du XVIIIe siècle reste relativement uniforme sur le plan stylistique, en tout cas si on le compare aux idiolectes originaux qui se multiplient à partir de la fin du XIXe siècle, certaines répétitions, comme celle des adjectifs charmants et délicieux qui polluent l'écriture de Morancy, s'abat aussi chez celle de Lise, chez son frère, chez Quinette, chez Hérault de Séchelles, etc. On retrouve également la même gaze, la même minimisation du dire dans l'écriture de chacun des protagonistes. Le phrasé reste extrêmement policé dans la narration des scènes érotiques. Rappelons enfin que l'écriture épistolaire se place entre littérature et discours extra-littéraire. Amanda Vickery écrit que le contenu de ces lettres tachées de larmes, elle parle de lettres véritables non vouées à publication, tendait à plagier ou à paraphraser de longs passages des livres de savoir-vivre qui prétendaient eux-mêmes être des récits privés et avoir été rédigés sous l'effet d'une intention personnelle. Alors que se passe-t-il ici? Si les lettres de Suzanne et ses amis libertins ne ressemblent pas tant à des lettres de savoir-vivre, l'idée d'une fiction qui imite le réel, on est là-dessus, l'idée d'une fiction qui imite le réel, puis du réel qui imite la fiction, se retrouve bel et bien. Entrelacement indémêlable qui ajoute, avec d'autres phénomènes concrets comme la circulation des lettres dans une sphère de connaissance, la réécriture de documents authentiques pour coller au projet éditorial, ou encore la conscience de publier un jour sa lettre au moment même de la rédaction, tous ces phénomènes, donc s'ajoute à l'hybridité du genre épistolaire et à la porosité de sa tradition discursive. Les lettres de Morancy sonnent faux, certes, mais en cette toute fin de XVIIIe siècle où la lettre est à la fois le véhicule privilégié des transports amoureux sur le plan réel et l'un des formats favoris des romans sentimentaux, par exemple Laclos, pour ne citer que le plus célèbre, il est difficile de savoir qui plagie qui, entre ce que nous croyons aujourd'hui avoir été la réalité et une littérature qui échappe sans doute, à cause de son étirement diachronique, à notre parfaite interprétation. On ne fera qu'évoquer les autres éléments qui participent à l'hybridité générique, comme l'énorme influence des romans libertins et sentimentaux sombres d'outre-Manche, la contamination discursive très importante de la Nouvelle Héloïse, ou plus globalement les effets dramatiques à répétition qui participent grandement à l'effet romanesque du livre. Bon, par exemple, le ressort diégétique qui nous fait croire à la mort d'un personnage, lequel est retrouvé vivant quelques chapitres plus tard, pour se conclure systématiquement par un ou des évanouissements et des larmes en cascade. Ça, c'est utilisé jusqu'à l'usure. Bref, ces éléments créent ensemble l'aspect chimérique de l'œuvre, très représentative en cela de la crise des genres littéraires de la fin du siècle, théorisée par Françoise Le Borgne. Je m'arrêterai là pour cette partie du chapitre sur l'écriture féminine du désir, qui rappelle un petit peu le format générique complexe que représente Illyrine au l'écueil de l'inexpérience de Madame de Morancy, publié en 1799.